Backstage 1. Backstage 1. Moi, je pose des questions en français. Oui, oui, oui. Très bien. Oui, c'est très bien. Travailler l'histoire, je parle français. Jean. Alors, Jean Gatien Heurteloup. Nous sommes ici aujourd'hui au château de Jägenstorf, en cette très chaude journée de juillet 2022, pour le projet Le lever de Monsieur. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Et ensuite, nous demanderons à Madame Reeves quelques informations relatives précisément à cet endroit. Alors Jean Gatien tout d'abord. Oui, je pense qu'il y a plus de 10 ans que, grâce à Alessandra, j'ai pu passer un week-end en forêt noire avec quelques autres personnes qui faisaient du living history. Et, ça fait 10 ans. Voilà, donc il y avait un docteur en histoire, Klöffler, qui nous avait fait découvrir une source. C'est une grammaire franco-allemande écrite par un grammairien allemand du nom Meidinger, et qui, pour faire apprendre l'allemand aux élèves francophones, proposait dans sa grammaire des dialogues qui sont dans une certaine mesure représentatifs des usages de l'époque. Est-ce que c'est ce vieux livre publié à Strasbourg que nous avons vu sur la table de chevet dans la chambre de monsieur? Précisément. D'accord. Précisément. Et donc ça fait des années en fait, puisque nous deux, nous avions déjà interprété l'un de ces dialogues entre un apprenant de l'allemand et... Ah, c'était la leçon. Voilà, exactement, la leçon de grammaire, que je pensais que ça pourrait être très très intéressant aussi d'en interpréter un autre. Et puis il en reste encore d'autres qu'on pourrait faire. Oui, le livre est assez épais en effet. Voilà. Et donc, ce lieu, on est ici au château de Jägenstorf. Miss Reeves, est-ce que vous pourriez Mrs. Reeves, nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Alors, le château de Jägenstorf, c'est un musée. C'est un musée depuis les années 1930. Et il s'agit d'un musée de la culture, je dirais, bourgeoise, 18e siècle, bernois. Bourgeoise, mais c'est bizarre parce qu'on a l'impression d'être dans un château aristocratique. Oui, entre guillemets oui, car c'est la collection qu'on a incluse une collection importante de meubles de Funk. Ah. Et Hopfengärtner, c'est la collection Funk la plus importante en Suisse et entre guillemets en Europe. Et le monsieur, c'est le dernier monsieur von Sturler, qui l'a rénové, il était en effet très riche. Est-ce que c'était... C'est un patricien, il n'y a pas des nobles, c'est patricien. C'était la question que j'avais posée, donc il n'est pas noble, mais c'est un... Et c'est quand même une forme de... Oui, c'est ça. Et comme un aristocrate, mais pas noble. C'est ça. Il vit noblement dans son château. Il vit noblement, et il avait une collection et aussi une idée de son ancienne Berne qu'il aimait beaucoup. Et ce château, entre guillemets, c'est sa vie. D'accord. Et il a perdu sa fortune dans l'aftermath, dans les années suivantes à la révolution bolchevique en Russie. Il était beaucoup investi en Russie. Et le château s'est vendu. Et il y avait une association qui se formait, qui, dans les années 50, est devenue une fondation de soutien du château. Et dans les statuts de cette fondation et de l'association auparavant, c'était absolument le but d'un musée. Donc il faut absolument avoir un musée, donc la culture bernoise, la culture de l'ébénisterie, du savoir-vivre, ça s'est installé ici. D'accord, merci. Donc ce n'est pas un musée national, ça n'est pas un musée cantonal, ça n'est même pas un musée municipal, c'est donc un musée d'une fondation. Donc ma question est de savoir comment en êtes-vous arrivé à obtenir l'autorisation, alors je ne sais pas si c'est du conservateur ou du directeur, de pouvoir tourner une journée entière, et même un tout petit peu plus, dans un château, en utilisant le mobilier, dont ces magnifiques fauteuils de Hopfengärtner également. Alors comment en êtes-vous arrivé à obtenir cette autorisation? Alors les deux affaires, les deux chapitres, donc ce n'est pas un musée national, ce n'est pas un bien cantonal. Ça donne une très grande liberté aux conservateurs, mais par contre, ça limite aussi très très gravement les fonds
fonds à disposition. D'accord. Donc c'est un musée qui essaie de survivre. Et ils ont fait appel à notre groupe des reconstituteurs, des soirées amusantes, pour animer leur journée du château. Et on a fait ça bénévole, en échange d'une journée de tournage. D'accord, donc les soirées amusantes, l'association des soirées amusantes avait ce projet de réalisation d'un court-métrage, plus ou moins court d'ailleurs, plutôt long, mais presque un long métrage. Le résultat c'est court, mais on sait toujours 2 minutes de film, ça veut dire 4 heures de travail. Ça sera probablement plus que 2 minutes de film. En l'occurrence, on se rapprochera sans doute de 20 minutes, davantage que de 2. Et donc, le directeur, rappelez-moi son nom. C'est M. Michael Keller. Michael Keller. Et Dr. Barbara Braun. D'accord. Et l'aimable concierge Kurt Schütz. D'accord. Qui me confiait la clé hier, donc tout à coup on est devenu un peu châtelain. Ah oui, c'est ça pour la journée, hein. Très bien. Et donc... c'est lundi, c'est la journée fermée. Tournage le lundi, voilà, journée férié, jour férié donc pour ce musée. Et donc, quelles ont été les motivations de M. Heurteloup? Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans cette scène? Qu'est-ce qui vous a intéressé, M. Heurteloup? Pourquoi avoir choisi cette scène? Ce dialogue, parce qu'il me faisait rêver, imaginer tout ce que le texte ne dit pas. Il y a plein de blancs dans ce texte. Il s'agit d'une conversation entre un maître et son valet. Et ce que nous ne savons pas, c'est ce qui accompagne en fait cet échange entre ces deux personnages. On ne peut que s'imaginer tout le décor, les actions, les gestes qui accompagnent leurs paroles. Et c'est donc durant des années que j'ai continué à m'imaginer leur vie commune et leur échange. Et quand j'ai connu ce château, je me suis dit très, très vite que c'est là, dans ces intérieurs patriciens, qu'on pourrait trouver un décor qui pourrait se prêter à l'interprétation de ces dialogues que d'ailleurs personne ne connaît. Oui, et j'ai encore une question concernant non plus cette fois-ci le mobilier, mais les accessoires, parce que durant le tournage, on a vu énormément d'accessoires, et il faudrait également parler des costumes. Alors, peut-être d'ailleurs les costumes et ensuite les accessoires. Les costumes, d'où viennent-ils? Et par mon petit main blanche, plutôt noircie les miens. D'accord, donc fait à la main par vous-même. Hein. Bien sûr. Les actions, les soirées amusantes, je pense que nous sommes connus pour oui, sinon, confectionner je refais vers le blog, on peut lire beaucoup des excerpts de ces Heurteloup. Sur donc, le site lessoiresamusantes.com hein, qui nous permet justement d'en apprendre davantage sur le costume. Donc des costumes intégralement réalisés à la main. Et puis alors les accessoires, que ce soit les accessoires de mode, hein, depuis la canne qu'on appelle une badine, hein, on a vu ça dans le tournage, et les petits objets, tous ces pots, toutes ces aiguières et leurs bassins, alors d'où viennent-ils? Du château? Et non, en fait, en très grande partie, c'est nous qui avons fait l'acquisition de tout ce qu'il fallait pour ce tournage. Ça a été le grand défi, à savoir constituer une toilette masculine en un peu plus d'un an. Et c'est très, très onéreux aussi, n'est-ce pas? On doit voir où on peut dénicher les pots à pommade à phare, où on peut trouver une copie d'un coupe-chou, enfin rasoir 18e. On doit aussi savoir comment on se rasait au XVIIIe siècle. Donc c'est toute une recherche et c'est par le biais de personnes qui sont également passionnées par l'art de vivre au XVIIIe siècle que j'ai découvert certaines sources. Par exemple, le traité de la pogonotomie de Perret, qui nous enseigne sur l'art de se raser au XVIIIe siècle et qui nous permet en partie de savoir comment on se rasait. Et puis, il y a bien évidemment des antiquaires, des marchands, on peut aussi trouver dans le cadre d'enchères des objets qui nous permettent de reconstituer une table de toilette, une coiffeuse d'homme. Et nous avons aussi l'iconographie que nous avons étudiée et que nous n'avons pas fini d'étudier d'ailleurs, parce que ce n'est qu'un premier geste que nous avons fait, parce que personne d'autre, je pense, l'a encore fait. Bien évidemment, il y a les liaisons dangereuses,
dans lesquels il y a cette scène d'ouverture où les deux protagonistes s'habillent, se lavent, etc. Mais là, c'est vraiment des personnages nobles qu'on voit, c'est vraiment la grande aristocratie. Alors sous Louis XV d'ailleurs. Hein. Et sous Louis XV. Ici, on est plutôt à la fin du XVIIIe siècle. On est exactement. À l'époque, d'après votre avis, je dirais révolutionnaire. Ou... Oui, ça, bien sûr, ça relève de notre prédilection, enfin de ma prédilection, puisque la grammaire, elle date de 1802 et on aurait très bien pu décider de choisir un habit consulat. Ça, c'est plutôt, voilà, ça c'est moi qui préfère. Ça, c'est plutôt les années 90. 90. Exactement, et ça nous a permis aussi de voir Alessandra une fois dans cette tenue-là, alors qu'elle aurait bien évidemment aussi pu figurer dans un ensemble un peu plus moderne. Je pense que c'est ce que tu aurais préféré. Moderne, vous voulez dire 1802, hein, c'est oui, ça s'appelle moderne. Un mot d'ailleurs sur le meuble table de toilette ou coiffeuse pour homme. Ce n'est pas un meuble du château, donc c'est un meuble de votre collection privée également, c'est bien ça? Oui, alors le château possède une magnifique coiffeuse de dame, de Hopfungel aussi, en tout cas, elle est magnifique, mais justement c'est un objet destiné à l'usage féminin. Donc nous avons acquis une coiffeuse d'homme qui date du tout début des années 1790 et que tu as d'ailleurs restaurée en partie. D'ailleurs, tu as encore travaillé d'arrache-pied jusqu'à la veille du tournage, n'est-ce pas, pour voir ces tiroirs comment ça s'appelle, de ces cartons aménagés, oui, mais ces cartonnages qui permettent de recevoir avec les compartiments, etc. Parce qu'on avait vu qu'il y avait des originaux qui les avaient conservés et que normalement il fallait ça aussi. Donc, ça décrin un gros travail collectif donc, et c'est ce qui fait la force de ce qui sera certainement un très joli tournage, un très joli court-métrage, ceci une fois le montage réalisé. D'ailleurs, il sera accompagné, si j'ai bien compris, de musique. Oui, alors c'est notre ami Tis Grovani qui s'est proposé pour composer de la musique qu'il créera. Alors, vraiment, BO. Oui, une espèce de bande originale, exactement, spécialement conçue. Ouais, il faudra d'abord les images, il s'en inspirera, et bien sûr qu'il proposera une musique qui aille avec notre époque, c'est-à-dire qui sera dans le style des années 1790. Ça, c'est bien évidemment pour nous un apport artistique conséquent et qui nous tient vraiment à cœur, parce que dans beaucoup de courts-métrages d'amateurs, que je trouve très bien fait d'ailleurs, c'est la musique qui parfois laisse un peu à désirer. À moins de mettre une bande-son à partir du morceau déjà enregistré. Bien, merci infiniment. Et peut-être que nous devrions encore nous présenter, parce que qui sommes-nous? Parce que ça, on ne l'a pas encore dit. Peut-être que ça se voit d'ailleurs, parce que nous sommes habillés d'une certaine façon. Ninon. Ninon, la servante. Donc, la pauvre Anne qui va nettoyer tout le bordel que monsieur a laissé derrière. Et tiens, on l'a pas. Oui. Car pour que cette signe de monsieur glisse élégamment dans la vie, il y a les petits pieds de Jean et de Ninon qui pédalent. Donc, Jean, le valet, qui aurait mérité quelques coups de canne aujourd'hui, mais qui se montre parfois insolent, s'avère une tête de mule et qui... Mais de bonne volonté quand même, il il fait preuve d'initiative tout à fait appréciable. Et comme on dit très souvent, on a les domestiques que l'on mérite. Et donc le maître... Le maître qui ne porte pas de nom dans ce dialogue. C'est le maître. C'est le maître, voilà. On ne sait pas, c'est Jean-Gatien d'Orteloup sans doute. Voilà. Bien, grand merci. Je crois que le micro a continué à enregistrer. Mais il semblerait aussi, je ne sais pas. Que la caméra soit morte entre-temps, qu'elle repose en paix. Nous allons vérifier tout cela. Excellente soirée à toutes et à tous. Voilà. Et c'est génial, regarde. Elle est encore en vie. Elle est encore vivante.
Oh, écoute. Et il lui reste quelques secondes de vie. Requiescat in pace. Elle va mourir sous peu. Nous allons assister à la mort de la caméra en direct. Nous allons assister à la mort de la caméra en direct. Nous allons assister à la mort de la caméra en direct. C'est une mort annoncée, prévisible, que celle de cette pauvre petite caméra qui a chauffé et surchauffé. À mon avis, elle est montée à 362 degrés en cette chaude journée du mois de juillet, puisqu'on voit qu'elle a supporté les 15 minutes et quelques de backstage tournage. Bravo, ma petite Lumix. Non mais ça c'est génial, parce qu'en fait comme je voyais rien qui bougeait, pas de bouton, rien, et là, ah ça aussi ça a marché trop bien. Oh j'en ai essayé. On va aller se changer, my dear. Hein? On était chanceux. Ah mais trop. Ouais parce que j'étais déjà